Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On est déjà au mois d'avril et je me rends compte que je ne vous ai toujours pas fait le bilan de mes lectures du mois de février. Au mois de février, j'étais en plein challenge Palaton, vous savez, ce challenge que j'ai lancé en ce début d'année 2025 qui reviendra en 2026, je vous rassure. Et de toute façon, si votre palle est devenue ingérable comme la mienne, pas de panique, je vous ai concocté tous des défis tout au long de cette année. Vous allez être soigné aux petits oignons, vous en faites pas. Le prochain défi arrive très vite. La vidéo explicative sortira dimanche prochain. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche, les notifications et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer tout d'abord par les livres audio parce que j'ai repris un abonnement chez Audible, même si je déteste bien entendu Amazon, mais je me dis que là je pouvais bénéficier de 3 mois à 4,99 €, donc en fait j'arnaque Jeff Bezos parce que je vais me désabonner dès que les 3 mois seront finis et je lis et je profite du catalogue gratuit sur, sur Audible. En tout cas, le premier livre dont je vous parle, c'est un livre que j'avais acheté il y a des années quand j'avais un abonnement régulier, là, permanent, on va dire ça comme ça, et c'est Un palais d'épines et de roses, le tome 2 de Sarah J. Maas, que j'ai lu en anglais puisque j'avais commencé le premier en anglais. Je n'ai pas relu le premier, sachez-le. En fait, pourquoi est-ce que j'ai fait cette relecture? Tout simplement pour accompagner au mieux une de mes étudiantes qui avait un travail de longue préparation cette année, c'est sa dernière année en secondaire, et on leur demande de faire un travail de longue préparation, donc sur plusieurs mois, qui inclut de la recherche mais également des démarches personnelles, et elle a eu envie de se pencher sur la romantaisie et sur la définition de ce nouveau genre. C'est un travail passionnant, hyper intéressant, j'ai adoré la suivre. Là elle doit encore faire sa présentation orale et donc elle avait choisi comme figure emblématique, comme saga emblématique de la romantaisie, un cotard quoi, Un palais d'épines et de roses. Donc je me suis dit que pour quand même l'aider au mieux, il fallait que je relise la saga, en sachant, si vous me suiviez depuis déjà toutes ces années, je l'avais lu, je pense que c'était en 2016 ou 2018, je sais plus trop, parce qu'en 2016 Cotard était sorti, pas sûr. Enfin bref, la saga on était à ses tout débuts, on avait que les 2 premiers tomes et on m'avait dit lis-le, tu vas adorer, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, tout le monde en parlait positivement et on commençait à entendre des esprits un petit peu distordants, des discours un petit peu autres qui disaient le premier est nul, il faut s'accrocher et lire le deuxième. Donc moi je m'étais accrochée déjà pour le premier et à l'époque je m'étais accrochée pour les 40% du deuxième. Autant vous dire que ça avait été long et que j'avais abandonné à 40%, voire même peut-être un peu avant. Ça l'avait pas fait du tout, j'en avais ras-le-bol à ce moment-là de Sarah J. Maas, de son écriture, qui pour moi était un peu lourdeaude, un peu pataude, avec énormément de blanc, enfin de manquement finalement dans son écriture. J'avais lu juste un peu avant Kéléana, aussi en anglais, et j'avais pas du tout apprécié, mais on en reparle après. Et donc voilà, je m'étais accrochée à 40% et puis j'avais dit tu sais quoi, il y a d'autres livres dans le monde, moi j'abandonne, etc. Donc ici j'ai tout relu, mais pas le premier, hein. Je suis pas maso à ce point là, donc j'ai seulement relu le deuxième. Il n'y a eu aucun souci parce que le premier finalement il sert juste à introduire l'univers, c'est un tome d'introduction et pour te faire miroiter une relation vachement toxique. Je pense qu'on peut spoiler hein, à partir de maintenant, voilà. Et donc voilà, j'ai relu le deuxième et je me suis prise au jeu, je n'ai pas compris, j'ai adoré, j'ai enchaîné avec le troisième. Voilà, sachez-le, je comprends totalement l'engouement désormais, même si je trouve qu'il y a encore parfois certains personnages, certaines réactions parfois un petit peu caricaturales, et que cette héroïne qui sort de nulle part est un petit peu trop badass à mon goût. Elle a finalement assez peu de manquement au final, elle est un peu trop parfaite, un peu trop lisse je trouve, mais ça me regarde, hein, voilà, c'est une saga qui plaît à la quasi-totalité des lecteurs, donc franchement lancez-vous dedans, on est d'accord. Team Recent, Forever, etc. etc. Je peux déjà vous dire qu'au mois de mars j'ai lu le tome 3 que j'ai beaucoup aimé également. Par contre je suis un peu en attente de voir si je lis la suite ou pas du tout. Je trouve que cette trilogie se suffit à elle-même. Personnellement
pour moi l'histoire a une fin et que c'est pas absolument nécessaire de lire la suite. Donc je suis pas sûre de lire le tome sur Nesta, je suis pas sûre en tout cas de me l'offrir, voilà, sachez-le. Mais du coup j'ai redonné une chance à un bouquin que j'avais pas du tout aimé, dont je parlais assez souvent en mal, et je dois bien dire que cette fois-ci il m'a beaucoup plu. Je reviens sur mes mots, mais ma maman m'a toujours dit en grandissant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc voilà, je vis très bien avec cette maxime, voilà. Je la fais mienne. Continuons avec Sarah J. Maas et Keleana, retraduit, republié sous le nom du Trône de Cristal. Le tome 1, l'assassineuse, ou la prisonnière, je ne sais même plus, le Trône de Verre. Il y a tellement de titres, tellement de retraductions, etc. On l'est perdu. Là, sur Livre Addict, il nous donne les 3 titres du tome 1. Vous choisissez. Ici, c'était un service presse que j'ai pris donc sur NetGalley. Donc je vous disais un petit peu avant qu'Eleana à l'époque ça ne l'avait pas fait du tout. J'étais vraiment très critique avec ce premier tome de cette saga qui normalement avait tout pour me plaire, parce que à l'époque moi j'aimais déjà la romantasy, même si ça s'appelait pas encore comme ça. Ma toute première vidéo sur la chaîne, je vous présente une romantasy, ça date de 2016, janvier 2016. C'est pour vous dire, j'étais dans les précurseurs en fait. Et donc oui, cette saga avait normalement tout pour me plaire. Sauf que ce premier tome, pour moi, même à cette relecture, est trop facile, il est trop coulé d'avance. On voit les choses arriver d'une façon énorme. Il n'y a absolument aucun suspense pour un lecteur aguerri. Je pense que pour des jeunes lecteurs, ça peut le faire, ça peut passer. Mais voilà, pour une femme de 37 ans, non, tu vois les trucs gros comme une maison arriver. Je trouve que les personnages sont vraiment caricaturaux à outrance, et je reviens et je refais la même critique qu'il y a des années. On a cette héroïne hyper badass qu'on a sortie d'une prison où elle a survécu, qui est une prison qui est un camp de travail, un camp de concentration absolument horrible. Elle a survécu pendant des mois, et parce qu'elle le voulait, dans ces conditions inhumaines. On vient la chercher là pour qu'elle participe à une compétition pour décider qui va être l'assassin du roi, l'assassineuse même. D'ailleurs je n'aime pas du tout cette traduction. Est-ce qu'on en parle? Je sais pas, mais je n'aime pas. Enfin bref. Et donc et elle se retrouve dans cette compétition où elle n'est pas la plus forte, alors que tous les autres, je suis désolée, mais c'est des gars sortis de nulle part qui n'ont pas dû grandir dans la rue, etc. Enfin bref, ça n'a pas beaucoup de sens selon moi. En plus de ça, on a un triangle amoureux chelou à la Twilight. Ça m'enquiquine ces triangles amoureux. Le triangle amoureux, sachez-le, ça n'a de l'intérêt pour moi que s'ils finissent tous les 3 ensemble. Sinon, c'est pas la peine de m'en mettre un. Non, je refuse. Donc ouais, pas hyper sûr de cette relecture. Je ne pense pas poursuivre, sauf à nouveau si on m'offre le tome 2, le tome 3, etc. ou que j'ai rien d'autre à lire, ou que je les gratos en audio, en service presse, pourquoi pas. Je suis désolée, ma mise au point se fait pas du tout. Mais bon, ça devrait s'arranger à un moment donné. Sur audio aussi, donc je vous ai dit, j'utilise les livres gratuits dans l'abonnement Audible, et j'ai cherché s'il y en avait un qui était dans ma pile à lire. Il y en avait un, mais c'était en anglais et moi je l'avais en français sur ma liseuse, acheté chez les éditions Bookmark au moment d'une promo. Donc là je l'ai lu en anglais. C'est le cycle de Kingston, le tome 1, La marque du sorcier de C.L. Polk. J'en garde plus vraiment un gros souvenir. L'univers était assez intéressant si je me rappelle bien. On est avec des sorciers, mais qui ont ah non, attendez, je confonds avec un autre livre que j'ai lu. Oh là là, la boulette. Je confonds avec A Marvelous Light. Bah écoutez, j'ai plus aucun souvenir de ce bouquin, voilà. Donc je l'ai lu à un moment donné où j'avais beaucoup de choses à penser. J'avais eu un petit choc émotionnel, même un gros choc émotionnel. Donc oui, c'est pas... Voilà. Honnêtement, ça ressemble très fort à A Marvelous Light, parce qu'on est dans une Angleterre alternative à l'époque édouardienne. Ça coche quasiment la même chose. À l'ombre de la Première Guerre mondiale, A Marvelous Light, c'est un peu avant, c'est avant. Et donc
Ah oui, c'est ça, c'est ça. Les sorciers sont mis en esclavage. Les sorciers puissants sont mis en esclavage par des membres de leur famille pour qu'ils servent de batterie en fait à un membre de leur famille moins puissant. C'est absolument horrible, voilà. Et donc il y en a un, Miles, qui vit sous une identité secrète dans le Londres, on va dire, moldu, en gros. On va oublier tous ces termes, hein, parce que voilà, vous savez, comme moi. Et donc, il vit loin de sa famille, mais à cause d'un patient mortellement empoisonné, qu'il va vouloir sauver, il va exposer sa marque de sorcier. Et donc, il y a plusieurs personnes qui vont arriver à le retrouver, dont un homme assez intriguant, etc., etc. Voilà, j'ai pas été emballée, mais je pense que c'est plus à cause du moment où j'ai lu ce bouquin, plus que la faute du bouquin en lui-même. Ça mériterait que je le retente, que je refasse une relecture, pourquoi pas en français à un autre moment. Mais bon, vu que ma palle ne cesse de grandir malgré tout ce que je lis, écoutez, c'est pas demain la veille, soyons bien clairs là-dessus, et donc je ne lirai pas le tome 2, très probablement. Je m'arrête ici pour cette saga. Bon, parlons enfin d'un livre que j'ai adoré relire parce que je l'avais déjà lu sur Wattpad avant sa publication. Il s'agit de Omega en fuite de Camille Gedel, ici donc dans l'édition collector du Ulule. Je pense d'ailleurs que le prochain tome va bientôt faire l'objet d'une campagne Ulule, et donc j'ai demandé à Camille de me le dédicacer au salon Love Story, et j'ai adoré la rencontrer. Elle était absolument un petit chou à la crème, comme les autres autrices de Pink Plume. Donc voilà, j'ai relu le bouquin au mois de février, et sans surprise, je l'ai à nouveau adoré. Donc on est dans un univers Omega. Ce qui est chouette, c'est qu'elle nous remet au départ ce que c'est les univers Omega, et d'où ça vient, etc., etc. Et elle joue énormément en fait avec les codes de l'Omegaverse. Donc on va suivre Cassidy, qui est l'assistant personnel d'un grand patron. Donc c'est une romance au bureau, et le patron, je ne sais plus comment il s'appelle, mince, comment j'ai pu oublier son nom, c'est Adam, voilà. Il est assez froid, patron très exigeant, etc. Sauf avec Cassidy, où ça se passe bien. Sinon tous ses collaborateurs, tous ses employés ont archi peur de lui. Le souci, c'est qu'un jour Cassidy va pas venir au bureau, il va tomber malade, et Adam va se rendre compte qu'en fait il n'est pas un bêta comme il le dit à tout le monde et comme il le fait penser depuis des années qu'il travaille dans l'entreprise, mais Cassidy en fait est un Oméga. Et donc va se passer ce qui va se passer. On peut se dire c'est très cliché comme résumé, c'est couru d'avance ce qui va se passer. Bah oui, c'est une romance, mais je trouve que le talent de l'autrice, c'est quand même d'arriver à nous titiller, à nous tenir en haleine et en suspense sur un scénario assez vu, assez récurrent, et on ait quand même envie de le lire. Pour preuve, moi je l'ai lu 2 fois, donc dans la version Wattpad et la version ici sans aucune erreur, bien relue, etc. et illustrée, parce qu'on avait des chouettes illustrations à chaque fois. Autant vous dire que j'ai aimé, et que à chaque fois que je lis un livre de Camille Gedel, j'adore. Donc forcément je participerai à la prochaine campagne Ulule pour avoir le tome 2 dans cette même édition. Je vous recommande. Il est disponible aussi, mais pas dans cette version là, qui est un petit peu plus petite, illustrée avec un jaspage, mais vous pouvez toujours vous procurer le bouquin, bien entendu. Quand je fais mes streams Twitch, les viewers peuvent accumuler des points de chaîne, et avec les points de chaîne ils peuvent activer certaines récompenses. Une des récompenses que j'ai mise en place, c'est de m'obliger à lire un livre de ma palle au choix, donc de l'abonné. Autant vous dire que depuis que j'ai mis cette récompense en place, mes abonnés s'en donnent à cœur joie. Ils vont fouiller ma palle sur Livre Addict et ils me sortent des trucs
dont j'avais oublié l'existence, pour vous dire. Et donc j'ai lu le tome 1 du Protectorat de l'Ombrelle. C'est Sans âme, c'est comme ça que ça s'appelle, je pense, le tome 1 de Gail Carriger. C'est une saga qui date un petit peu, hein. On en parlait beaucoup en 2015, 2016 sur Booktube. Moi c'est comme ça que j'avais appris l'existence de cette saga. Je ne l'avais jamais lue et mon Dieu, qu'est-ce que je regrette, j'ai adoré. C'est une saga qui mériterait, je trouve, une republication. Je trouve qu'elle n'a pas été assez mise en valeur. Elle avait tellement d'avance, elle serait tellement tendance si elle était publiée maintenant. Donc si vous cherchez un truc un peu moins mainstream et d'il y a quelques années mais qui est pas problématique, qui fait pas lever les yeux au ciel tout le temps, vous foncez là-dessus s'il vous plaît, parce que c'est ultra méga féministe, assez impertinent, c'est une autre façon de voir les métamorphes, les vampires, les loups-garous, la magie. Moi j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. C'est Bridgerton qui rencontre la magie, c'est Bridgerton avec des loups-garous et des vampires, voilà, sachez-le. Donc si vous adorez Bridgerton, vous lisez ça, c'est mieux écrit que Bridgerton le livre, hein, franchement. Est-ce que c'est aussi bien que la série? Peut-être pas, parce que la série elle est quand même extrêmement bien, mais ça vous détendra, je vous dis que ça ce printemps, foncez dessus, c'est génial. Et ce tome 1 est assez introductif parce qu'on découvre la société édouardienne, victorienne. Je pense que c'est sous le règne de la reine Victoria. Donc là, on découvre la société victorienne alternative et j'ai adoré l'héroïne qui est vachement impertinente. Il lui arrive des trucs sur calamité sur calamité. Elle comprend pas nécessairement comment, pourquoi, qu'est-ce, elle est maladroite, mais c'est absolument génial. Et kudos pour son love interest qui est un grand écossais barbu poilu qui se transforme en loup-garou et qui est le chef, donc qui est l'alpha de la meute de Londres et qui la déteste, donc c'est un enemies to lovers, et puis qui finalement va tout faire pour la protéger. J'ai adoré, franchement foncez sur cette saga, j'ai hâte de lire le tome 2, je vais me le mettre très vite au programme, tellement c'était génial. Et maintenant que je vous en reparle, je suis là, je dis mais bien sûr que je lis ça demain. J'allais dire passons à quelque chose un petit peu plus joyeux, mais pas du tout. Pas du tout. Alors je suis abonnée à la box Romantaisie Fairy Loot et j'avais très hâte de lire ce bouquin magnifique, jazz page, donc de Coven de Harper L. Woods. Voilà, je l'ai dans cette magnifique édition. Pour moi, ça avait des vibes Slivering à tout va, un Hermione Drago ou Hermione Rogue, je sais pas trop, puisqu'ici, ça c'est le directeur de son école, et elle c'est une jeune femme d'une vingtaine d'années. Bon, l'édition est superbe, voilà. Je vais pas le garder, voilà, je lirai pas la suite, je ne me procurerai jamais la suite. Donc, voilà. Je vais remettre avec l'illustration qui est là, donc la personne qui me le rachètera aura le tout complet, sachez-le. Pourquoi est-ce que je le revends? Non pas que c'est pas bien, mais ici on suit une jeune fille dont j'ai oublié le nom. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'on sait encore? Ah, Willow, voilà. Willow, en fait, sa mère vient de décéder. Elle a un petit frère mais qui n'est pas issu du même père, et Willow savait pertinemment bien que sa mère était une sorcière, et donc elle sait qu'à partir du moment où sa mère décède, elle n'est plus protégée, ni son petit frère, et que donc ils vont venir la chercher. Qui ça? Ben, les autres sorciers et sorcières qui veulent l'enrôler un peu de force à l'université des sorcières, voilà. Et donc elle va accepter d'y aller pour protéger son petit frère. C'est expliqué dans les 2 premiers chapitres, pourquoi, comment, parce que là je sais bien qu'avec le résumé on comprend pas pourquoi elle est forcée, mais ça serait trop long à vous expliquer. L'autrice, il lui a fallu 2 chapitres, donc vous lirez les 2 chapitres quoi. Et donc du coup elle se retrouve dans cette université qui est une université où le sexe est présent, hein, sachez-le, parce que les gens qui protègent les sorcières ont besoin des sorcières, de leur énergie vitale en couchant avec, quoi. En gros c'est ça. Alors c'est pas du smut pour du smut sur du smut, etc., mais il y a quand même des vibes un petit peu BDSM light.
J'étais là en mode le consentement un peu les gens ou quoi, enfin. Et donc entre Willow et le directeur, il y a une tension qui se développe très très fort, très très rapidement. Il y a un complot qui est là parce que Willow, elle cache quel type de sorcière elle est réellement. Et on a tout le déroulement, enfin tout ça qui arrive à la fin. J'ai pas été du tout convaincue. Pour moi c'est assez dark, c'était un peu trop sombre à mon goût. C'est pas tant que ça une romantaisie. Ça a des vibes, vous voyez, du reboot de Sabrina l'apprentie sorcière. Plus on avance dans la série, plus c'est sombre, plus on a le diable qui apparaît. C'est le cas aussi ici. Et moi j'ai pas besoin du diable, de la figure du diable quand je lis des histoires de sorcières. Donc ouais, pas ultra méga fan quoi. Voilà, c'est pas que c'était mal écrit, je vous dis le livre était magnifique, etc. Mais il y avait des identités secrètes sur identités secrètes. Et à la fin t'es là, tu dis mais c'est une série en fait américaine ce truc là. Et je n'aime pas les trucs à la genre comment ça s'appelle le Riverdale, voilà. Ça me faisait penser à Riverdale avec retournement de situation, avec révélation sur révélation. Et moi j'étais là en mode ça n'a plus aucun sens. Le scénario au détriment des personnages, ça n'a plus aucun sens pour moi. Donc voilà, il va partir sur Vinted. Si vous voulez vous le procurer et vous faire votre propre avis dessus, n'hésitez pas. Pour les autres livres, donc je vais continuer avec mes petites incrustations puisque j'ai lu In the After, le tome 1 de Demetria Luneta. Donc c'est aussi une lecture obligatoire imposée par un de mes abonnés sur Twitch. J'avais totalement oublié que j'avais ce livre, je l'avais acheté au moins en 2015. En 2015-2016, on était encore dans la vague qui suivait Hunger Games, mais la première trilogie, hein. Et il y avait énormément de dystopies qui sortaient, mais des dystopies qui... On était un peu sur la fin du genre, et on était avec des dystopies ultra méga romantiques, avec des romances à tout va. Et en fait, c'est le cas ici, je trouve, si on enlève l'élément de romance, reste pas énormément... Enfin si, il y a une petite romance, mais voilà. En fait, c'est... Cette dystopie a tous les travers des dernières dystopies qui sont sorties en young adult à cette époque-là, dans le sens où elle ne dénonce pas. Voilà, c'est un fantasme. C'est un fantasme de société effondrée, de complot. Et j'étais là, en fait, plus j'avançais, et je dis concrètement, qu'est-ce que cette dystopie veut dénoncer dans notre monde contemporain, ou d'il y a 10 ans? Strictement rien. Voilà, strictement rien, c'était un scénario pour faire kiffer, voilà, un pur produit marketing, j'ai envie de dire, moi j'ai trouvé, donc pas vraiment enchantée de cette lecture. Je ne lirai pas le tome 2, même si c'était légèrement distrayant. Je pense à nouveau que pour des plus jeunes lecteurs que moi, quelqu'un entre 16 et 18 ans, ça peut le faire, ça plaira si on connaît pas très bien ce genre, mais moi je recommanderais plutôt Le Passeur que In the After ou Hunger Games ou Divergente que ça quoi. Voilà, pas mécontent de l'avoir sorti de ma palle, au moins c'est rayé, c'est enlevé, je dois plus le lire, mais j'ai pas ultra fort apprécié. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'as apprécié ce mois-ci? Mais si, il y avait quand même Omega en fuite. Et alors, on arrive sur la bonne surprise du mois de février, à laquelle je m'attendais, mais absolument pas, les gars. Vous avez pas idée à quel point j'ai été mais retournée et surprise, mais dans le bon sens du terme, avec ce livre suivant. Donc c'est Adriel et c'est la saga Au cœur de Lexington de Marilyn Weiss. Désolée, je lisais mes petites notes sur mon téléphone. Donc c'est un service presse que j'ai demandé sur NetGalley, c'est publié chez Bookmark, et en voyant la couverture et en lisant le résumé, je me suis dit vas-y, c'est typiquement le genre de romance MM où je vais lever les yeux au ciel, où je vais adorer. Parce que c'est cringe, parce que il y a des moments où le consentement va pas être là, etc. Et je vais pouvoir dire c'est pas ça qu'il faut faire. Et pas du tout. Voilà. Donc je précise, je n'emprunte pas, je mens pas les services presse dans le but de descendre les livres. J'essaye d'être toujours la plus respectueuse possible, bien sûr. Mais parfois on a besoin un petit peu de lecture de la honte. Je vous en parlerai dans des prochaines vidéos.
voilà, abonnez-vous pour mes lectures de la honte qui vont arriver pour le mois de mars, d'avril et mai. Voilà, sachez-le. Je vous tourne la vidéo en avril, mais je vous dis déjà qu'il y aura une lecture de la honte au mois de mai. Donc bref, c'était pas le cas ici, mais j'avais besoin d'un truc un petit peu plus léger. Après ces mauvaises pioches dans ma pile à lire qui étaient plus sombres que ce que je voulais. Donc je me dis allez, c'est une romance gay, MM. Ça devrait être avec pas mal de smut et voilà. Alors pourquoi est-ce que je dis que c'est problématique dès le résumé? Parce que là on va suivre Adriel qui travaille dans une station essence, station service, et manque de bol pour lui, cette station service se fait cambrioler et il va être pris en otage. Et on nous dit dans le résumé que pendant la prise d'otage, il va avoir les yeux bandés, il va être bâillonné, attaché, et que donc il va juste pouvoir se rattacher au contact d'un de ses ravisseurs qui va lui tenir la main, lui tenir le bras pour le diriger, pour le réconforter et lui parler pendant toute la prise d'otage. Et c'est cette voix qui va faire que il va pouvoir éviter certains traumas, etc. En gros, s'en sortir. Et donc la façon dont le résumé était faite, moi je me dis, cette prise d'otage, ça va être parti, mais sur 15 chapitres, quoi, ça va être les 3/4 du bouquin. Donc tu te dis, consentement, tout ça, comment est-ce que tu peux tomber amoureux alors que l'autre te menace? Donc j'étais en mode, oulala, on est sur un syndrome de Stockholm, bonjour la belle et la bête à nouveau, etc. Et que nenni, pas du tout, donc pas du tout. On est sur une prise d'otage qui est réglée en un chapitre, voilà, et pendant tout le reste du bouquin, on va avoir la conséquence de cette prise d'otage sur la santé mentale de Adriel. Et j'ai profondément aimé ça. Et bien entendu, il y a une histoire, en fait, il tombe amoureux de son ravisseur qui, lui, pendant tout un moment, la majeure partie du bouquin, la bonne moitié du bouquin, voire les 3/4 du bouquin, ne sait pas qu'il est l'homme qui l'a kidnappé. Me demandez pas comment il ne sait pas. Mais si, il sait pas parce qu'il avait un sac sur la tête, en fait. Donc il sait pas le reconnaître forcément. Et Adriel va lui mentir sur où il travaille et ainsi de suite. Et alors j'ai lu le livre donc il y a déjà quelques semaines, mais je me rappelle vraiment avoir adoré cette histoire d'amour entre eux qui est faite de moments de communication où vraiment ils se mettent à nu, ils expliquent leurs problèmes, etc. Et puis il y a des moments où ils disent moi là je suis pas prêt à t'en parler de ça, de ce qui s'est passé pour moi, et c'est ok en fait. Et l'autre accepte et donc ils avancent petit à petit. Et certes il y a un quiproquo qui est là, enfin c'est pas un quiproquo, Adriel ne dit pas au départ qui il est, etc. mais il va assez vite changer et tomber amoureux de cet homme qui l'a kidnappé, et parce qu'il se rend compte qu'en fait il l'a pas choisi, il l'a fait pour aider un de ses meilleurs potes qui est sous l'emprise d'un mafieux, d'un gang, et que pour se sortir de ce gang c'est très compliqué, et que donc il a voulu vraiment éviter les trucs les plus... Enfin, voilà. Enfin bref, tout était vraiment bien, et il y a toute une histoire de situation familiale également assez dingue entre les deux. Bref, j'ai vraiment bien aimé. Et alors sachez que le kidnappeur, dont j'ai oublié le nom malheureusement, ça c'est vraiment nul, a une particularité que je vous laisse découvrir en lisant le bouquin. Mais il a une maladie qui fait que sa vision n'est pas au top du top, et ça c'est important pour la suite de l'histoire, et ça amène un côté très très poétique également. Donc voilà, c'était vraiment une lecture qui m'a fait me dire mais en fait il y a vraiment des petites pépites en romance MM. Et donc quand les gens disent sur TikTok et ailleurs la romance c'est nul, on lit toujours la même chose, etc., et ben ça c'est l'exemple parfait que non, pas du tout. Pour moi c'était la petite découverte qui fait plaisir, qui permet de remettre le genre, la romance MM ici au premier plan, en disant ben ça c'est vraiment un truc un peu particulier avec une très belle écriture, une très belle plume, et le scénario n'est pas si couru d'avance que ça, même si c'est de la romance et qu'on sait qu'ils vont finir ensemble. Voilà, je vous le recommande plus que chaudement. Allez-y, foncez dessus, découvrez-le. Et les gens qui l'ont lu, avec qui j'ai parlé, m'ont dit aussi je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça et que ce soit aussi bien, donc faites-nous confiance
allez le lire. Bon, avec tout ça, j'en ai fini donc de vous parler de mes lectures du mois de février. On se retrouve dimanche prochain pour la vidéo de présentation du Heartstopper Book Challenge édition 2025. Soyez présents parce qu'il y a des nouveautés à vous présenter pour cette édition 2025. J'ai hâte de vous expliquer tout ça et j'espère que vous serez au rendez-vous pour ce challenge pour qu'on vive 2 mois de lecture ensemble de façon exceptionnelle. Voilà, je vous ai révélé une première info en primeur si vous ne me suivez pas sur Twitch, parce que bon, pas se mentir, hein, sur Twitch et Discord ils sont au courant depuis super longtemps que ça va être 2 mois de lecture super méga sympa entre nous. Bref, je vous laisse, je vous souhaite un excellent dimanche et week-end pascal. Je vous dis à très vite sur Plume à Papote, mais également sur Instagram et sur Twitch. Et puis il y a Discord également. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. À bientôt. Bye bye.